Mon père a vendu ma voiture et a utilisé l'argent pour s'acheter un canapé avec sa nouvelle femme, et ce canapé leur a tout coûté. J'avais acheté ma voiture avec l'argent que j'économisais depuis mes 14 ans, en travaillant d'abord dans une supérette, puis dans un restaurant, et en faisant les vendanges chaque été. Il m'a fallu 4 ans pour économiser 10 000 € afin de m'offrir une voiture fiable pour aller à la fac et me rendre à mon premier boulot. Mon père s'était moqué de moi quand je l'avais acheté, disant que j'aurais dû prendre quelque chose de plus. Ouais, m'as-tu vu, mais je voulais quelque chose de durable. Il n'avait jamais participé à l'achat, n'avait jamais offert un centime, se contentant de se plaindre que ça lui faisait honte que son fils conduise un véhicule aussi basique. 2 ans plus tard, mon père a épousé Valérie après l'avoir connue seulement 4 mois. Elle a emménagé chez lui avec ses 3 enfants et a immédiatement commencé à tout redécorer. Chaque semaine, quelque chose devait disparaître parce que ça ne correspondait pas à sa vision. La table basse n'allait pas, les chaises de la cuisine étaient démodées, le salon avait besoin d'un relooking complet. Mon père acceptait tout, faisant chauffer la carte bleue pour qu'elle reste contente. Quand je suis rentré de la fac pour les vacances de Pâques, ma voiture n'était plus là où je l'avais garée dans son allée. J'ai demandé où elle était et il m'a dit qu'il l'avait fait remorquer parce qu'elle fuyait de l'huile. J'ai vérifié l'allée, il n'y avait aucune tache. J'ai appelé la fourrière et ils m'ont dit qu'ils l'avaient emmenée dans un dépôt sur demande du propriétaire. Le propriétaire étant mon père, puisque j'avais fait l'erreur de mettre la carte grise à son nom pour l'assurance quand j'ai eu 18 ans. Je suis allé au dépôt et on m'a dit que la voiture était marquée pour une vente aux enchères parce que le propriétaire avait signé les papiers de cession. Mon père avait vendu ma voiture à un grossiste pour avoir du cash rapidement. Quand je l'ai confronté, Valérie était assise sur leur nouveau canapé, un immense modèle d'angle en cuir qui prenait tout le salon. Elle passait ses mains dessus en disant à quel point il était parfait pour leur nouvelle vie ensemble. Mon père a dit que la voiture était techniquement à lui puisque son nom était sur la carte grise, et que je ne l'utilisais pas assez pour justifier de la garder. J'étais littéralement rentré de la fac où je l'utilisais tous les jours. Il a dit que je pourrais prendre le train ou le bus quand je retournerais à l'université. Valérie est intervenue pour dire que les jeunes étaient trop attachés aux biens matériels de toute façon. Cette femme qui exigeait que tout soit neuf me traitait de matérialiste parce que je voulais ma propre voiture que j'avais payée. Mon père a dit qu'il m'avait rendu service parce que maintenant je n'aurais plus à me soucier de l'entretien et de l'assurance. Je lui ai rappelé que je payais ma propre assurance et que je venais de faire tout l'entretien pendant les vacances d'hiver. Il a dit que j'étais ingrat pour tout ce qu'il avait fait pour moi. Il n'avait rien fait à part mettre son nom sur un bout de papier. Valérie a dit que l'argent de ma voiture avait été bien utilisé pour rendre leur maison magnifique pour leur famille recomposée. Ses enfants, qui étaient tous plus âgés que moi, n'avaient rien contribué mais profitaient de la vente de ma voiture. Ils étaient assis sur le canapé que ma voiture avait payé, prenant des photos pour leurs réseaux sociaux pour montrer le bon goût de leur mère en matière de meubles. J'ai appelé ma mère en pleurant, et elle m'a dit de laisser tomber, que se battre avec mon père n'en valait pas la peine. Mais ensuite, elle a appelé son frère, mon oncle Bruno, qui est avocat. Bruno a dit que ce que mon père avait fait était techniquement légal vis-à-vis de la préfecture mais moralement répréhensible, et peut-être attaquable au civil. Il a aussi dit que si je pouvais prouver que j'avais payé la voiture entièrement moi-même, je pourrais avoir un dossier pour abus de confiance. J'avais tous les tickets, tous les relevés bancaires montrant mes dépôts de mes jobs d'été. Tout ce qui prouvait que j'avais acheté cette voiture moi-même. Bruno a envoyé une lettre recommandée à mon père disant que nous étions prêts à entamer une action en justice. Mon père a appelé en hurlant que je détruisais sa nouvelle famille pour une stupide bagnole. Valérie a pris le téléphone pour dire que j'étais un enfant gâté essayant de ruiner leur bonheur. Bruno m'a dit de tout noter. Puis quelque chose d'incroyable s'est produit. La salle des ventes m'a appelé parce qu'ils avaient trouvé mon macaron de stationnement de l'université et du courrier à mon nom dans la boîte à gants. Ils voulaient vérifier que la vente était légitime. J'ai expliqué la situation et ils ont dit que la voiture n'était pas encore vendue. Elle passait aux enchères la semaine suivante. Ils ne pouvaient pas arrêter la vente, mais ils m'ont dit quand et où elle aurait lieu. Je n'avais pas les moyens de racheter ma propre voiture, mais Bruno a eu une idée. Il a contacté l'ex-mari de Valérie, Antoine, qui était encore amer à propos du divorce. Antoine était riche, propriétaire d'une chaîne de brasserie, et détestait le fait que Valérie l'ait quitté pour mon père qui n'avait pas d'argent. Bruno a raconté à Antoine l'histoire du canapé, et Antoine a trouvé hilarant que mon père ait dû vendre la voiture de son fils pour se payer des meubles. Antoine s'est pointé aux enchères et a acheté ma voiture pour 13 000 €, soit 3 000 de plus que sa valeur, juste pour faire monter les prix.
Puis il m'a appelé et m'a dit que je pourrais la récupérer pour exactement ce que j'avais payé à l'origine, 10 000 euros. Mais je n'avais plus 10 000 euros. Antoine a dit que je pourrais travailler dans ses restaurants pendant l'été pour rembourser et récupérer la voiture. Le meilleur, c'est qu'Antoine savait que Valérie reconnaîtrait la voiture. Il s'est assuré de passer plusieurs fois devant la maison de mon père avant de me la donner. Valérie l'a vue et a exigé de savoir pourquoi Antoine avait ma voiture. Quand elle a su qu'il l'avait achetée pour me la rendre, elle a pété les plombs. Elle a commencé à hurler dès qu'elle a vu Antoine se garer devant leur maison avec ma voiture. Je n'étais pas là, mais mon père m'a appelé ce soir-là et je pouvais l'entendre en arrière-plan continuer à crier à ce sujet. Il avait l'air fatigué quand il m'a demandé de rendre la voiture pour maintenir la paix. Je lui ai dit non. Il a dit que je détruisais son mariage pour quelque chose qui était techniquement à lui. Je lui ai rappelé que la voiture n'avait jamais été à lui. Il avait juste son nom sur un papier et j'avais payé chaque centime moi-même. Il a dit que Valérie faisait une dépression à cause de ça et que je devais être plus mature. Je lui ai demandé pourquoi je devais être mature alors que c'était lui qui avait vendu ma voiture sans demander. Il m'a raccroché au nez. Le lendemain matin, je faisais du café dans mon appartement quand quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ouvert et mon père était là avec Valérie juste derrière lui. Je ne leur avais pas donné mon adresse, mais mon père avait dû l'obtenir par l'université d'une manière ou d'une autre. Valérie l'a poussé avant que je puisse dire quoi que ce soit et est entrée directement dans mon salon, regardant partout comme si elle faisait une inspection. Mon père l'a suivie, et je suis resté là à tenir la porte, me demandant si je devais appeler la police. Valérie a commencé à dire à quel point j'étais irrespectueux envers leur nouvelle famille. Elle a dit qu'ils avaient travaillé dur pour construire quelque chose de beau ensemble, et que j'essayais de le détruire par méchanceté. Mon père opinait du chef à tout ce qu'elle disait, comme s'il avait répété ça avec elle dans la voiture. Elle m'a carrément dit que je devrais être reconnaissant qu'ils aient utilisé l'argent de ma voiture pour quelque chose qui profite à tout le monde au lieu de juste à moi. Je lui ai demandé en quoi un canapé dans leur maison me profitait alors que je vivais à 2 heures de là pour mes études. Elle a dit que la famille, c'est le sacrifice et le partage des ressources. J'ai fait remarquer que ces 3 enfants, qui étaient tous plus vieux que moi, ne sacrifiaient rien du tout. Mon père a dit que ce n'était pas le sujet. Valérie a continué sur le fait que le canapé représentait leur engagement à unir leur famille et à créer un espace accueillant. Je lui ai dit qu'elle aurait pu créer un espace accueillant sans voler ma voiture. Elle a dit que j'étais dramatique et que les jeunes ne comprennent pas la valeur de l'investissement dans un foyer. Cette femme qui connaissait mon père depuis moins d'1 an me faisait la leçon sur les valeurs familiales. Mon père a fini par prendre la parole et a dit, peut-être qu'on pourrait trouver un arrangement où je les aide avec quelques factures et ils m'aident à avoir une autre voiture plus tard. Je leur ai dit à tous les deux de partir. Valérie a dit que je regretterais de couper les ponts avec mon propre père. J'ai ouvert la porte en grand et j'ai attendu qu'ils sortent. Ce week-end-là, j'ai conduit jusqu'à la brasserie d'Antoine pour commencer à rembourser les 10 000 euros. L'endroit était plus grand que prévu, un beau restaurant familial avec un bar complet et une terrasse. Antoine m'a accueilli à l'entrée de service et m'a montré où pointer. Il m'a présenté au chef de cuisine qui m'a mis à la plonge et à la préparation. Le travail était honnête et direct. Rien de compliqué à récurer des casseroles et couper des légumes. Antoine est revenu pendant ma pause et m'a dit que je pouvais prendre des heures supplémentaires si je voulais rembourser plus vite et garder un peu d'argent de poche pour l'école. Il a dit que ses employés étaient nourris avant leur service et que la paie était correcte. J'ai travaillé 8 heures ce jour-là et mes mains étaient à vif à la fin, mais ça faisait du bien de regagner ma voiture honnêtement. 2 semaines plus tard, mon père a appelé pendant que je révisais mes partiels. Il avait l'air stressé dès le début, parlant vite de leur paiement de carte de crédit qui les tuait. Il a demandé si j'avais de l'argent à leur prêter pour aider à finir le mois. Je lui ai rappelé qu'il venait littéralement de vendre ma voiture et de dépenser l'argent en meubles. Il s'est immédiatement mis sur la défensive, disant que c'était différent parce que Valérie en avait besoin pour sa santé mentale et leur environnement domestique. Je lui ai demandé en quoi acheter un canapé était un traitement pour la santé mentale. Il a dit que je ne comprendrais pas parce que je n'avais jamais été marié ni eu à recomposer une famille. Je lui ai dit que je comprenais qu'il avait volé son propre fils pour acheter quelque chose qu'il ne pouvait pas se permettre. Il a dit qu'il ne demandait pas grand-chose, juste de quoi couvrir une mensualité pour éviter les pénalités de retard. J'ai dit non, et il m'a traité d'égoïste avant de raccrocher. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à voir des publications de la fille aînée de Valérie sur les réseaux sociaux. Elle me taguait dans des trucs disant que certaines personnes ne peuvent pas laisser leurs parents être heureux.
Ses frères et sœurs ont renchéri dans les commentaires. Celui du milieu a posté une photo de ce stupide canapé avec une légende sur les investissements familiaux et comment certains ne comprennent pas le sacrifice. Le post a eu des dizaines de commentaires de gens qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Ils disaient tous à quel point le canapé était beau et quelle chance Valérie avait d'avoir une famille si solidaire. Je voulais commenter et raconter la vraie histoire, mais je savais que ça ne ferait qu'empirer les choses. Un des enfants de Valérie a partagé un autre post sur les enfants ingrats qui pensent que le monde tourne autour d'eux. J'ai été tagué là-dessus aussi. Mon colocataire l'a vu et a demandé ce qui se passait. J'ai tout expliqué, et il a dit que je devrais juste tous les bloquer. J'y ai pensé, mais je voulais voir ce qu'ils allaient poster ensuite. Oncle Bruno m'a appelé quelques jours plus tard. Il a dit que je pourrais potentiellement poursuivre pour la différence entre ce que mon père a obtenu pour la voiture aux enchères et sa valeur réelle. Il a aussi mentionné le préjudice moral. J'y ai réfléchi pendant presque une semaine. L'idée de traîner ça devant les tribunaux pendant des années me fatiguait rien que d'y penser. Je l'ai rappelé et j'ai dit que je ne voulais pas le faire. Je lui ai dit que je voulais juste avancer dans ma vie et laisser mon père gérer le bazar qu'il avait créé. Bruno a dit qu'il comprenait, mais que l'option était toujours là si je changeais d'avis. Mon père a tenté une approche différente environ un mois après le début de mon job au restaurant. Il a appelé et a dit qu'il était désolé de la façon dont les choses s'étaient passées. Il voulait arranger ça en m'aidant pour les livres du prochain semestre. J'ai attendu le piège parce que je savais qu'il arrivait. Il a dit qu'il aurait besoin que je dise aux enfants de Valérie d'arrêter de me harceler en ligne d'abord. Je lui ai demandé pourquoi mon pardon était conditionnel au fait de lui faciliter la vie avec sa nouvelle famille. Il a dit que ce n'était pas comme ça. Il pensait juste que si nous pouvions tous passer à autre chose, tout le monde en profiterait. Je lui ai dit que je ne dirais rien aux enfants de Valérie et que je n'avais pas besoin de son aide pour mes livres. Il a dit que j'étais têtu et que la famille devrait être capable de se pardonner. Je lui ai rappelé que la famille ne devrait pas se voler les uns les autres pour commencer. Il est resté silencieux une minute puis a dit qu'il me rappellerait. Il n'a pas rappelé pendant 3 semaines. Pendant un service calme au restaurant, Antoine est venu s'appuyer contre le comptoir près de la plonge. Il a demandé comment je m'en sortais avec tout ça et j'ai dit que je gérais. Il a commencé à parler de son mariage avec Valérie et comment elle avait toujours besoin du prochain nouveau truc pour se sentir heureuse. Il a dit que ça commençait petit avec des vêtements et de la déco, mais ensuite c'était toujours quelque chose de plus gros. Une nouvelle voiture, une cuisine refaite, des vacances qu'il ne pouvait pas se payer. Il a dit que regarder mon père faire les mêmes erreurs, c'était comme voir un accident de voiture au ralenti. Il m'a dit qu'il avait racheté ma voiture en partie parce qu'il sait exactement comment Valérie fonctionne et voulait mettre des bâtons dans les roues de ses plans. Il a dit qu'elle saignerait mon père à blanc en un an et passerait ensuite à quelqu'un d'autre qui pourrait lui donner ce qu'elle voulait. Je lui ai demandé s'il pensait que mon père s'en rendrait compte. Antoine a ri et a dit, « Certaines personnes doivent apprendre à la dure. » Ma mère m'a appelé un soir alors que je rentrais à mon appartement après la bibliothèque. Elle a dit qu'elle devait me dire quelque chose sur mon père. Elle semblait nerveuse, ce qui ne lui ressemblait pas. Elle m'a dit qu'il avait fait des trucs similaires pendant leur mariage, prenant de l'argent sur ses économies pour ses propres achats sans demander. Elle a dit qu'une fois, il avait utilisé 3 000 € qu'elle économisait pour refaire la toiture pour acheter une moto qu'il a revendue 6 mois plus tard. Elle a dit qu'elle aurait dû me prévenir quand j'ai mis son nom sur la carte grise, mais elle espérait qu'il avait changé. Elle ne voulait pas dire du mal de lui parce qu'elle pensait que les parents ne devraient pas faire ça. Je lui ai dit que j'aurais aimé qu'elle dise quelque chose plus tôt. Elle a dit qu'elle le savait maintenant, mais qu'à l'époque, elle croyait vraiment que les gens pouvaient changer. Je travaillais un soir la semaine suivante quand j'ai vu mon père et Valérie entrer. Ils ont été installés à une table dans le coin du fond. J'étais en cuisine donc ils ne m'ont pas vu, mais je pouvais les observer par la fenêtre de passe-plat. Valérie faisait de grands gestes dramatiques avec ses mains, et mon père restait juste assis là, l'air épuisé. Elle parlait assez fort et vite pour que je puisse entendre sa voix, même si je ne distinguais pas les mots. À un moment donné, elle s'est levée et est sortie du restaurant en trombe. Mon père est resté assis à fixer son assiette pendant au moins 10 minutes. Finalement, il a laissé de l'argent sur la table et est sorti après elle. La serveuse qui s'occupait de leur table est revenue en cuisine et a dit qu'ils avaient à peine touché leur nourriture. Elle a dit que la femme s'était plainte de tout, de la température à la musique en passant par le temps d'attente, même s'il n'était là que depuis 20 minutes. Antoine a commencé à me donner plus de responsabilités vers la 3e semaine de travail.
Il m'a sorti de la plonge pendant un service du midi calme le mardi et m'a dit de suivre une des serveuses pour le reste de la journée. La serveuse s'appelait Chantal, elle travaillait là depuis 6 ans et connaissait chaque habitué par son nom. Elle m'a montré comment porter les assiettes sur le bras, comment élire une table pour savoir quand ils avaient besoin de quelque chose sans être envahissant, et comment gérer les clients difficiles sans perdre son calme. À la fin du service, elle a dit à Antoine que j'étais doué, et il m'a passé en salle définitivement. Les pourboires étaient bien meilleurs que le salaire de la plonge. Je commençais à faire 100 ou 150 € de plus par service les soirs d'affluence, ce qui signifiait que je remboursais ma dette plus vite que prévu. Antoine notait mes paiements dans un petit carnet qu'il gardait dans la poche de sa chemise. Et chaque semaine quand je lui donnais du liquide, il écrivait le montant et me disait mon nouveau solde. Mi-juin, j'avais déjà remboursé presque 3500 € et je sentais que je pourrais vraiment me sortir de cette situation. Un soir après la fermeture, j'essuyais les tables quand j'ai reçu un message sur Instagram de quelqu'un que je ne reconnaissais pas au début. La photo de profil était floue et le pseudo était juste une suite de lettres et de chiffres. J'ai failli supprimer en pensant que c'était du spam, mais j'ai vu que l'aperçu mentionnait le nom de mon père. Je l'ai ouvert et j'ai vu que c'était la fille cadette de Valérie, celle qui avait posté la photo du canapé en l'appelant un investissement familial. Son message était long et rédigé comme si elle y avait pensé depuis un moment. Elle disait qu'elle était désolée pour les posts sur les réseaux sociaux et que sa mère l'avait pratiquement obligée, elle et ses frères, à poster ça pour montrer qu'ils étaient une famille unie. Elle a dit que l'ambiance à la maison devenait vraiment tendue parce que l'argent manquait et que sa mère continuait d'acheter des choses qu'il ne pouvait pas se permettre pendant que mon père stressait sur les factures de carte de crédit. Elle disait qu'elle commençait à réaliser que sa mère avait un problème de dépenses et que peut-être que vendre ma voiture avait été une erreur. Je ne savais pas comment répondre, alors j'ai juste laissé en vue pendant quelques jours. Finalement, j'ai renvoyé un message court disant que j'appréciais les excuses et que j'espérais que ça irait mieux pour elle. Elle a répondu immédiatement en demandant si on pouvait prendre un café vu qu'on avait le même âge et qu'elle n'avait personne à qui parler de la situation. J'ai dit peut-être quand les choses se seront calmées, ce qui était ma façon polie de dire probablement jamais. La première semaine de juillet, je travaillais au service du soir quand mon téléphone a commencé à vibrer dans mon casier. On n'était pas censé regarder nos téléphones pendant le service, mais ça continuait, alors j'ai demandé à Chantal de surveiller mes tables 1 minute et je suis allé en salle de pause. J'avais cet appel manqué de mon père et 3 messages vocaux. Le premier message disait qu'il devait me parler dès que possible. Le deuxième, sa voix semblait bizarre et tremblante. Le troisième, il pleurait. Je n'avais jamais entendu mon père pleurer avant. Pas quand son propre père est mort. Pas pendant le divorce avec ma mère. Jamais. Je l'ai rappelé et il a décroché à la première sonnerie. Il m'a dit qu'il avait perdu son emploi ce matin-là. Son patron l'avait convoqué et avait dit que ses performances baissaient depuis des mois et qu'il le licenciait. Mon père a dit qu'il avait été distrait au travail à cause de tout ce qui se passait avec Valérie et les problèmes d'argent, et maintenant il ne savait pas ce qu'il allait faire. Il a dit que le chômage ne couvrirait pas la moitié de leurs factures et que Valérie paniquait à l'idée de perdre leur train de vie. Il répétait que tout s'effondrait et demandait ce qu'il devait faire, comme si j'étais censé avoir des réponses au gâchis qu'il avait créé. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, il avait vraiment l'air de regretter ce qu'il m'avait fait. Il ne l'a pas dit directement, mais je pouvais l'entendre dans sa voix. Cette tristesse désespérée qui le faisait paraître tout petit. Je lui ai dit que je devais retourner travailler et qu'il devrait probablement commencer à chercher un nouveau travail immédiatement. Il a dit qu'il le ferait et m'a remercié d'avoir répondu, ce qui était bizarre parce que mon père ne me remerciait jamais pour rien. 2 jours plus tard, mon téléphone a explosé de notifications pendant que je faisais la grasse matinée après un service tardif. Je l'ai attrapé, pensant qu'il était arrivé quelque chose de terrible, et j'ai vu que j'avais été tagué dans un post Facebook par Valérie. Le post était une longue diatribe sur la façon dont j'avais détruit leur famille en étant égoïste et ingrat. Elle écrivait que mon père avait perdu son travail à cause du stress que j'avais causé en entamant des actions en justice pour une voiture qui n'était même pas légalement la mienne. Elle disait que j'étais un gosse pourri gâté qui ne supportait pas de voir son père heureux avec quelqu'un de nouveau, et que je préférais déchirer leur famille recomposée plutôt que de lâcher prise sur des biens matériels. Elle a tagué plein de membres de la famille, y compris certains de mes cousins et tantes du côté de mon père, plus plusieurs de ses collègues et amis de leur ancien quartier. Le post avait déjà des dizaines de commentaires de gens que je connaissais à peine, disant des choses comme quoi ils avaient toujours su que j'étais un problème ou demandant quel genre d'enfant poursuit son propre père en justice.
Quelques personnes m'ont défendu en disant qu'elles ne connaissaient pas toute l'histoire, mais la plupart des commentaires étaient brutaux. J'ai fait des captures d'écran de tout et je les ai envoyées à ma mère et à l'oncle Bruno. Ma mère a appelé immédiatement en disant que c'était hors de contrôle et en demandant si j'allais bien. Oncle Bruno a appelé 10 minutes plus tard et m'a dit de ne répondre à rien et de ne pas effacer les captures d'écran. Oncle Bruno a envoyé à Valérie une mise en demeure le jour même. Il m'a dit plus tard qu'il avait fait rédiger ça par son assistant et envoyé par recommandé dans les 3 heures suivant ma réception des captures. La lettre disait que Valérie avait commis de la diffamation en faisant de fausses déclarations publiques qui nuisaient à ma réputation et que si elle ne retirait pas le post et ne publiait pas d'excuses publiques sous 24 heures, il porterait plainte en mon nom. Il a aussi envoyé une copie à mon père avec une note disant qu'il était déçu que mon père ait laissé sa femme attaquer publiquement son propre fils. Valérie a retiré le post ce soir-là et en a mis un nouveau disant qu'elle avait été sous le coup de l'émotion et bouleversée par leur situation financière et qu'elle s'excusait si son post précédent avait été blessant ou inexact. C'était la non-excuse la plus flagrante que j'ai jamais vue, mais oncle Bruno a dit que c'était suffisant pour éviter un procès. Il m'a appelé le lendemain matin et a dit que c'était exactement à ça que servaient les outils juridiques. Se protéger des gens qui essaient de détruire votre réputation quand ils sont en colère. Il a dit que savoir quand utiliser ces outils et quand laisser couler faisait partie du fait de devenir adulte et que j'apprenais cette leçon plus tôt que la plupart des gens. Je l'ai remercié d'avoir géré ça si vite et il a dit que c'est ce que la famille fait l'un pour l'autre, ce qui m'a fait penser au fait que mon père était aussi censé être de la famille mais avait laissé sa femme me traîner dans la boue en ligne sans dire un mot pour l'arrêter. Antoine m'a pris à part pendant une période creuse mi-juillet et m'a demandé si j'avais une minute pour parler dans son bureau. J'ai pensé que j'avais peut-être raté une commande ou une plainte client, mais il semblait détendu quand on s'est assis. Il a dit que je faisais du très bon boulot et qu'il avait remarqué que j'étais fiable et bon avec les clients même quand c'était le stress. Il a demandé si je serais intéressé par un poste permanent à temps partiel quand je retournerais à la fac. Il a dit que la paie serait correcte et qu'il pourrait s'adapter à mon emploi du temps de cours. En plus, si je continuais à développer mes compétences, il pourrait me passer chef de rang, ce qui ferait bien sur un CV. Je lui ai dit que je devais y réfléchir parce que je ne savais pas à quel point mes cours d'automne seraient exigeants. Mais honnêtement, je pensais déjà dire oui. L'argent aiderait et avoir une vraie expérience professionnelle serait bien mieux que les petits boulots sur le campus que la plupart de mes amis avaient. Antoine a dit de lui faire savoir avant la fin de l'été et que l'offre tenait toujours. Il a aussi mentionné qu'il avait été impressionné par la façon dont j'avais géré tout ça avec mon père et Valérie, disant que beaucoup de gens de mon âge se seraient effondrés ou seraient devenus amers, mais que j'avais continué à travailler et était resté concentré. Ça signifiait vraiment quelque chose venant de lui puisqu'il avait traversé son propre divorce compliqué avec Valérie et savait exactement comment elle fonctionnait. Mon père a rappelé début août, l'air encore plus mal qu'avant. Il a dit que lui et Valérie avaient 3 mois de retard sur le crédit de la maison et que ses allocations chômage ne suffisaient pas à rattraper. Il a dit que la banque leur avait envoyé un avis de saisie et qu'ils risquaient de perdre la maison. Une partie de moi se sentait mal parce que c'était quand même mon père et je ne voulais pas qu'il soit à la rue. Mais une autre partie de moi continuait de penser à ce canapé d'angle à 13 000 € assis dans leur salon, prenant toute la place alors qu'ils ne pouvaient pas payer leur crédit. Je pensais à la façon dont il avait vendu ma voiture sans demander, comment il avait laissé Valérie me salir sur Facebook. Comment il ne s'était jamais vraiment excusé pour rien de tout ça. C'était exactement ce qui arrivait quand on faisait des choix terribles et qu'on continuait à les faire au lieu de régler le premier problème. Je lui ai dit que j'étais désolé qu'il traverse ça, mais je ne savais pas ce qu'il attendait de moi. Il a dit qu'il ne demandait rien. Il voulait juste que je sache ce qui se passait. Mais je pouvais entendre dans sa voix qu'il espérait que je proposerais mon aide. J'ai fait mon dernier paiement à Antoine le dernier samedi d'août. J'avais pris des services supplémentaires tout le mois pour rembourser les derniers 800 € avant la rentrée. Antoine a compté l'argent et a écrit le montant final dans son carnet, puis a sorti la carte grise de son tiroir de bureau. Il avait déjà fait les papiers de cession à mon nom, juste mon nom cette fois. Personne d'autre. Il me l'a tendu, m'a serré la main et a dit que j'avais gagné cette voiture 2 fois. Il a dit que me voir gérer toute cette situation avec maturité lui avait fait souhaiter que ses propres enfants aient la moitié de mon éthique de travail. Ses enfants étaient plus vieux que moi, et d'après ce que j'avais entendu, ils vivaient encore tous les deux à ses crochets sans trop travailler. Je l'ai remercié de m'avoir donné la chance de regagner ma voiture, et il a dit que ça avait été bon pour son business aussi, puisque j'étais devenu l'un de ses meilleurs serveurs. Il m'a rappelé que l'offre de temps partiel tenait toujours pour l'année scolaire, et je lui ai dit que je la prenais c'est sûr.
On s'est serré la main à nouveau et je suis sorti sur le parking en tenant la carte grise à mon nom. J'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose de réel. Mon père a appelé 2 jours plus tard demandant si je pouvais aider avec une mensualité de crédit pour qu'il ne perde pas la maison. Il a dit qu'il postulait à des emplois mais que rien n'était encore sorti et qu'il manquait de temps. Je lui ai dit que je devais y réfléchir et en parler à des gens d'abord. J'ai appelé ma mère et elle a dit que c'était ma décision mais de faire attention à ne pas me faire aspirer dans leur gouffre financier. J'ai appelé oncle Bruno et il a dit que si je décidais d'aider, je devais être très clair sur le fait que c'était exceptionnel et tout mettre par écrit. Il a dit que mon père devait comprendre qu'il y avait des conditions et des conséquences. J'y ai réfléchi toute une journée et j'ai finalement rappelé mon père. Je lui ai dit que je lui prêterais 2000 € pour une fois, mais que je voulais un écrit stipulant qu'il me rembourserait. Je lui ai aussi dit que c'était la seule aide qu'il obtiendrait et que si lui ou Valérie s'en prenait encore à ma voiture ou à mon argent, c'était fini définitivement. Plus de chance, plus d'obligations familiales, juste fini. Il est resté silencieux une minute puis a dit qu'il comprenait et acceptait mes conditions. Il avait l'air réellement reconnaissant au lieu d'avoir l'air de trouver ça dû pour la première fois depuis des mois. Il a dit qu'il avait fait des choix terribles pour essayer de rendre Valérie heureuse et qu'il aurait dû protéger ma voiture au lieu de la vendre. Ce n'était pas des excuses complètes, mais c'était plus de responsabilité que ce à quoi je m'attendais de sa part. Je lui ai dit que j'apporterais l'argent dans quelques jours et j'ai raccroché, sentant que peut-être quelque chose avait enfin changé entre nous, même si ce n'était qu'un petit peu. Je suis allé chez lui 3 jours plus tard avec le liquide dans une enveloppe. Mon père a ouvert la porte, paraissant plus vieux, comme si les derniers mois l'avaient vieilli. Il m'a invité à entrer et je l'ai suivi jusqu'à la table de la cuisine où il avait préparé une reconnaissance de dette manuscrite. C'était simple, stipulant juste que je lui prêtais 2000 € pour une mensualité de crédit et qu'il me rembourserait par mensualité de 200 € à partir d'octobre. Il a signé, j'ai signé et je lui ai donné l'enveloppe. Il a compté l'argent 2 fois et est resté assis à le regarder une minute avant de le mettre dans son portefeuille. Il m'a remercié et a dit qu'il savait qu'il ne méritait pas mon aide après ce qu'il avait fait. Je lui ai dit que c'était la dernière fois et il a hoché la tête en disant qu'il comprenait parfaitement. On est resté assis là maladroitement quelques minutes et puis je suis parti, me sentant bizarre à propos de tout ça mais aussi comme si on avait peut-être franchi une étape. La 2e semaine de septembre, mon père m'a appelé pendant que je faisais mes valises pour la fac. Il a dit qu'il devait me dire quelque chose et a demandé si je pouvais passer. J'ai conduit jusqu'à chez lui et je l'ai trouvé assis sur les marches du perron au lieu d'être à l'intérieur. Il a eu l'air soulagé quand il m'a vu, presque plus léger. Il a dit que lui et Valérie se séparaient et qu'elle emménageait chez sa sœur le lendemain. J'ai demandé s'il allait bien et il a dit qu'honnêtement, il se sentait mieux qu'il ne s'était senti depuis des mois. Il a dit que la pression constante de dépenser de l'argent qu'il n'avait pas le détruisait et qu'il ne pouvait pas continuer à vivre comme ça. Il avait besoin de reprendre sa vie en main sans quelqu'un qui exigeait toujours plus. Ses enfants partaient avec elle et il allait être seul dans la maison pour la première fois depuis leur mariage. Je ne savais pas quoi dire, alors je me suis juste assis à côté de lui sur les marches. Il a dit qu'il était désolé encore pour la vente de ma voiture et qu'il s'était perdu en essayant de rendre Valérie heureuse. Je lui ai dit que j'acceptais ses excuses, mais que les choses étaient différentes maintenant entre nous. Il a dit qu'il le savait et qu'il l'avait mérité. J'ai chargé ma voiture le lendemain matin avec tout ce dont j'avais besoin pour le semestre d'automne. Le coffre était plein de vêtements, de livres et de mon mini-frigo, et la banquette arrière avait ma lampe de bureau et mon imprimante et tout le bazar qu'il faut pour une chambre d'étudiant. J'ai conduit les 2 heures jusqu'au campus fenêtres ouvertes avec de la musique. Me sentant différent de ce que j'étais au printemps. J'avais récupéré ma voiture avec mon nom sur la carte grise. J'avais 3000 € sur mon livret d'épargne que j'avais gagné moi-même en travaillant chez Antoine. J'avais de vraies compétences professionnelles maintenant et un poste à temps partiel qui m'attendait pendant l'année. Toute la situation avec mon père faisait encore mal quand j'y pensais, comment il m'avait trahi si facilement pour un stupide canapé. Mais je savais aussi que je m'étais défendu quand c'était important. Je ne l'avais pas juste laissé prendre ma voiture et s'en tirer. J'avais riposté et gagné. Et ça me faisait me sentir plus fort et plus indépendant qu'avant. Le semestre d'automne a commencé et j'ai gardé mes contacts avec mon père limités. On s'envoyait des SMS environ chaque semaine, juste pour prendre des nouvelles basiques. Il a trouvé un nouveau travail dans un entrepôt logistique qui payait correctement et vivait seul dans sa maison. Valérie avait pris la plupart des meubles qu'elle avait achetés, y compris ce canapé massif, ce que je trouvais drôle. Mon père dormait sur un matelas gonflable et mangeait sur son comptoir de cuisine parce qu'il n'avait plus de table.
Il ne s'en plaignait pas, cependant, il le mentionnait juste en passant comme si c'était ce qu'il méritait. On se parlait au téléphone peut-être 2 fois par mois et on restait sur des sujets comme mes cours et son nouveau boulot. Notre relation n'était pas géniale et ne serait probablement plus jamais comme avant, mais on avait établi des limites claires sur l'argent et le respect qui n'existait pas avant. Il savait que s'il franchissait ces lignes à nouveau, c'était fini pour de bon. Et je pense qu'il me croyait. Les vacances de la Toussaint sont arrivées et je suis rentré chez ma mère. Elle avait préparé un grand dîner et invité l'oncle Bruno et sa famille. On était assis autour de la table à manger et à parler de choses normales, et j'ai réalisé à quel point ma relation avec ma mère s'était renforcée à travers tout ça. Elle m'avait défendu quand c'était important en appelant Bruno, et Bruno avait utilisé ses connaissances juridiques pour m'aider à riposter. Mon père m'avait envoyé un SMS pour la Toussaint disant qu'il était reconnaissant que je l'ai aidé avec cette mensualité de crédit et qu'il travaillait à me rembourser. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé depuis les vacances de Pâques, à ma voiture vendue et à la bataille pour la récupérer, et au fait de voir le mariage de mon père s'effondrer. J'ai réalisé que tout ce gâchis m'avait appris quelque chose d'important sur le fait de se défendre soi-même. Parfois, ça veut dire regarder les gens affronter des conséquences qu'on ne voulait pas pour eux. Et c'est pas grave parce qu'on n'est pas responsable de la réparation de leurs erreurs. J'avais ma voiture, un bon boulot et des relations plus fortes avec les gens qui me soutenaient vraiment. Ma relation avec mon père était compliquée maintenant, mais elle était honnête.